Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission spéciale. Bientôt, la COP21, la grande conférence de l'ONU sur le climat. Et à quelques semaines de ce rendez-vous crucial qui se tiendra à Paris, fin novembre, TV5 Monde a décidé de vous donner les clés pour en comprendre les enjeux. Alors pour cette deuxième édition spéciale de Coup de pouce pour la planète, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à cette économie que l'on dit verte. Bonjour Yannick Jadot, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, porte-parole des Verts européens. Vous venez de publier ce livre, Climat, la guerre de l'ombre. C'est aux éditions Le Passager clandestin. Un titre qui a été choisi pour faire peur ? Non, pour dire la réalité de ce qui se passe dans cette lutte contre le dérèglement climatique. C'est un livre qui, justement, explique que derrière les beaux discours, derrière la négociation, il y a des intérêts économiques extrêmement puissants en jeu et que c'est un peu ces intérêts économiques aujourd'hui qui nous empêchent de mieux lutter contre le dérèglement climatique. Alors, pour discuter avec nous de l'enjeu de l'économie verte, Aïssatou Diouf est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de plaidoyer sur le climat au sein de ENDA, c'est une association sénégalaise qui défend le développement durable. Et vous étiez à Bonn. Vous avez participé à l'ultime session, l'ultime réunion préparatoire de la COP 21. Alors, elle se prépare bien, cette grande conférence de l'ONU ? Elle se prépare bien. L'Afrique fait entendre sa voix de plus en plus clairement et on espère qu'on sera enfin entendu pour Paris. Alors, coup de projecteur pour commencer cette émission sur le train du climat. Pendant tout le mois d'octobre, il a sillonné la France avec à son bord des scientifiques. Ils se présentaient comme les messagers du climat. Et dans ce convoi, on pouvait aussi découvrir des solutions pour réduire les émissions de CO2 et développer, pourquoi pas, une économie verte. Visite guidée avec Antoine Delpierre et Martin Van den Bosch en chef de train. Pour une fois, pas de retard possible. C'est un train que l'on prend à l'heure qu'on veut, sans billet, même s'il ne faudrait pas trop tarder, sous peine de surchauffe. Bienvenue à bord du train du climat. En direction des villes de France, venez nombreux rencontrer les chercheurs et spécialistes du climat. Ils vous attendent. Le chef de bord, le voici, le Toulousain Christophe Cassou. Climatologue au CNRS, il est l'un des initiateurs du train climat. Alors, ces mesures qui sont faites, c'est des mesures satellites. La couverture n'est pas forcément totalement... Le scientifique est parti d'une idée simple, établir un contact direct avec le public, ailleurs qu'à Paris où se concentre la COP21, en se rendant physiquement dans les territoires. Dans nos communautés scientifiques, on est souvent frustrés parce que le thème changement climatique est pris, part dans différentes cascades, on va dire, et au final, le message est vraiment parfois... Il est simplifié, bien évidemment, mais parfois il est dégradé. Donc l'idée, c'était vraiment en amont de la COP21, aller à la rencontre du public, susciter des échanges sur les choix qui peuvent être faits pour le futur pour essayer donc de limiter le réchauffement climatique. 350 mètres de long, 3 wagons principaux, une cinquantaine de chercheurs à son bord. Le train du climat se veut ludique, interactif et pédagogique pour les adultes, mais aussi les plus jeunes. Après le constat et les scénarios du pire, bienvenue en voiture numéro 3, celle des solutions contre le réchauffement climatique. Le but du jeu ici est de provoquer la discussion. Par exemple, sur les transports ou l'alimentation, ou même le bâtiment, on peut partir d'un exemple de la vie quotidienne et puis ça pose des questions sur l'organisation de la société, les infrastructures, le rôle des entreprises, des industries, le rôle des politiques, les moyens de financement. Le message, c'est que les choix sont encore ouverts, qu'il y a une multitude de futurs possibles et qu'il faut les construire collectivement. À la fin de son périple, le train climat aura parcouru 7000 km, traversé 19 villes et sensibilisé des milliers de Français. Plus question alors d'avoir un train de retard sur le changement climatique. Alors voilà pour cette première illustration. Yannick Jadot, on l'a vu dans ce reportage, les solutions, les outils pour lancer une économie verte, a priori, ils existent. Alors pourquoi est-ce que ça coince aujourd'hui ? Mais je crois qu'il y a plusieurs raisons. On a vécu depuis un siècle et demi autour des énergies fossiles. Ça a été le charbon et puis évidemment le pétrole, le gaz. Et au fond, ça a complètement forgé notre économie, toute notre industrie, de la chimie, beaucoup de choses en dépendent, y compris les pesticides pour l'agriculture. Et puis ça a forgé notre imaginaire. Donc on a évidemment du mal à sortir d'un imaginaire et d'une culture montée sur les énergies fossiles. Mais aussi, surtout, aujourd'hui, lutter contre le dérèglement climatique, c'est garder 80%
80% des réserves de charbon, de gaz et de pétrole connues dans le sol. C'est-à-dire dire au fond à toute cette industrie qui est la plus puissante que l'humanité ait jamais connue, les industries fossiles. C'est de leur dire, vous allez faire une croix sur 27 000 milliards de dollars de revenus. Et donc, forcément, toute cette industrie se met depuis des années en branle parce qu'elle se sent menacée par la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, on a d'un côté un vieux monde qui est ce monde des géants de l'énergie autour de la rente, l'oligopole. Ceux des lobbies que vous dénoncez dans le livre. Ceux des lobbies, évidemment, qui font pression sur tous les gouvernements, qui sont évidemment présents à travers les pays de l'OPEP, producteurs de pétrole, dans la conférence sur le climat, mais qui sont présents au niveau des ministères à Paris, au niveau des lobbies de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen à Bruxelles. Et donc, ils défendent un gâteau qu'ils ont gardé tout seuls. Et ce qui est terrible, juste pour finir, ce qui est terrible, c'est qu'au fond, aujourd'hui, ils sont extrêmement violents, au fond, dans leurs attaques contre toute mesure qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'ils savent qu'il y a une extraordinaire alternative. Ils voient bien se développer les énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui des énergies compétitives. Ils voient bien les citoyens s'emparer de ce sujet-là. Et leur grande crainte, c'est qu'en luttant contre le dérèglement climatique, ils disparaissent, en tout cas qu'une partie de leur pouvoir économique, politique, culturel disparaisse. Alors, deux questions à Aïssatou Diouf. Un, est-ce que vous ressentez ces réticences, ces freins à l'économie verte sur le terrain, dans les pays du Sud? Et deuxièmement, est-ce que vous trouvez souhaitable que ces lobbies disparaissent? Il faudrait que ces lobbies disparaissent. Si on voit actuellement le texte de négociation qui est sur la table de Paris, le mot énergie n'est pas du tout présent, ni énergie fossile, ni énergie renouvelable. Donc on sait que derrière, il y a des lobbies qui sont présents. Alors que les opportunités sont là, on nous fait croire qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables coûtent très cher à nos économies, mais c'est faux sur toute la ligne. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des lobbies qui sont derrière, qui dans nos États sont obligés aujourd'hui de subventionner l'énergie fossile qui coûte excessivement cher à nos économies, au lieu de rediriger cette subvention-là pour... Obligés de financer les énergies fossiles, c'est vrai ça? Vous avez un rapport du Fonds monétaire international, donc ce n'est pas ENDA Tiers-Monde ni les écologistes, qui dit que la collectivité, nous transférons chaque année 5 300 milliards de dollars vers les industries des énergies fossiles, en subvention publique ou simplement à travers le coût pour la santé, pour la destruction de l'environnement. C'est 10 millions d'euros à chaque minute que la collectivité, nous, tous ensemble, nous donnons à travers, encore une fois, notre santé, à travers nos impôts que nous donnons à l'industrie des énergies fossiles. Donc c'est une industrie qui est extraordinairement aujourd'hui subventionnée, soutenue, alors qu'elle est destructrice du climat. À elle seule, elle peut faire capoter la COP21, cette industrie de l'énergie fossile? C'est l'un des enjeux de cette conférence des parties à Paris. C'est comment enclencher la transition énergétique, surtout pour les pays en développement. Ça nous permettra à la fois de lutter contre la pauvreté, d'améliorer les conditions de santé. Il y a une étude qui a montré que chaque année, près de 600 000 Africains, particulièrement les femmes et les enfants, meurent à cause des émissions dues à la cuisson. Donc aujourd'hui, pour nous, enclencher la transition énergétique, c'est l'un des enjeux majeurs pour cette conférence des parties. Alors, on va faire une petite illustration. On va parler de Volkswagen, coupable d'avoir triché au test anti-pollution. Et voici la pub que vous ne verrez plus. Elle était à destination du marché américain, mais le constructeur allemand l'a retirée de son canal YouTube. Heureusement, l'équipe de Coup de pouce pour la planète l'avait gardée dans ses tiroirs. On regarde. How do you like my new car? Isn't diesel dirty? Oh, say it's beautiful, for Christ's sake. I think it's beautiful, but aren't diesels dirty? Yeah, that's true. Oh, that used to be dirty. This is No, 2015. no. Listen to me, Terry. Diesel in Latin means dirty. I'll prove it to you. You're gonna ruin your scarf. Oh, look what she's doing. See how clean it is? It's not dirty, but you still have a dirty mind. I do not. Yes, you do. Alors ça, c'était pour le clin d'œil. Mais aujourd'hui, après le scandale Volkswagen, justement, est-ce que l'industrie pétrolière, est-ce que l'industrie des énergies fossiles n'a pas un gros problème de confiance vis-à-vis des citoyens que nous sommes tous, Yannick Jadot? Je crois pas. Je crois qu'ils s'en foutent totalement de notre confiance, que leur sujet, au fond, c'est de nous maintenir
sous dépendance des énergies fossiles. Ils savent qu'on a besoin de se déplacer. Ils savent qu'on a besoin d'énergie. La question pour eux, c'est pas de nous convaincre que c'est mieux le pétrole, parce que tout le monde est bien conscient que c'est mieux les énergies renouvelables que le pétrole. C'est de faire en sorte qu'au fond, la fiscalité continue, par exemple, d'être favorable au diesel dans un pays comme la France. C'est de faire en sorte qu'on continue à les subventionner. Et c'est de faire en sorte qu'on n'ouvre pas un espace extraordinaire aux énergies renouvelables. Mais je voudrais dire sur Volkswagen... Voilà, je voulais vous demander ce que vous avez à dire à un groupe tel que Volkswagen. Ah mais c'est pas simplement Volkswagen, c'est tous les constructeurs automobiles européens qui sont mouillés dans cette affaire. C'est une arnaque en bande organisée. C'est-à-dire qu'à la fois, pour ce qui concerne les émissions de particules fines liées au diesel, les fameux oxydes d'azote, peu importe, mais en tout cas, c'est l'un des gaz les plus cancérigènes liés au diesel. Aux États-Unis, ils ont triché, ils étaient sur des taux jusqu'à 40 fois supérieurs à la norme américaine, 20 fois supérieurs à la norme européenne. Quand vous achetez une voiture aujourd'hui, vous voyez les pubs partout, par exemple, 120 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Dans la réalité, c'est frauduleux. Dans la réalité, c'est autour de 40% au-dessus. C'est-à-dire qu'ils manipulent les tests pour tricher. Donc, au fond, c'est une arnaque dont l'environnement est victime. C'est une arnaque dont les automobilistes sont victimes, puisqu'au fond, vous en avez autour de 400 € de plus que ce qu'ils vous promettent en matière de consommation de carburant. Et c'est une terrible arnaque pour la santé. Vous savez, en France, c'est autour de 16 000 morts prématurées par an liées au diesel. Aïssatou Diouf, on en parle du scandale Volkswagen en Afrique? On en parle et on se dit c'est scandaleux de voir comment et combien les industries automobiles investissent pour communiquer vert, pour faire croire qu'ils ont une politique environnementale alors que tel n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, comment faire maintenant pour que les entreprises comme Volkswagen et les autres puissent avoir de vraies et réelles politiques environnementales? On les voit investir les conférences climat, environnementales, en nous disant que voilà, avec des rapports sur les responsabilités environnementales. Et si on fait un peu de retour en arrière, on voit que c'est du faux qu'on nous vend. Donc il est temps aujourd'hui de Vous accusez de mensonges. C'est des mensonges. On ment au public. Non, mais quand vous arnaquez le consommateur, quand vous dites votre voiture consomme 5 litres, alors qu'en réalité, elle consomme 7 litres. Ça s'appelle une escroquerie en bande organisée. Et effectivement, une partie de ces entreprises qui communiquent beaucoup sur le climat sponsorisent la COP21, mais au fond, dans leurs actions, je peux vous dire, au Parlement européen, font un lobby extraordinaire pour nous empêcher de réduire les pollutions liées, par exemple, à l'automobile. Alors, impossible d'évoquer l'économie verte sans parler de la troisième révolution industrielle. Alors, la troisième révolution industrielle, Quesaco. Le concept a été développé par Jeremy Rifkin, éminent économiste, conseiller politique, activiste américain. Il y a eu le charbon et le télégraphe, il y a eu le pétrole et les télécommunications. Aujourd'hui, les énergies renouvelables rencontrent Internet. Et ça, pour Jeremy Rifkin, ça peut changer le monde. Alors, on pourra dire que ce sont encore de belles paroles. Eh bien non, le Nord-Pas-de-Calais en France est devenu le laboratoire de la théorie Rifkin. La preuve en images avec ce reportage signé Mylène Girardot, Guillaume Gouet et Martin Van den Bosch. Quand il était petit, Thibault Leroy aimait bien les jeux de construction. Empiler, assembler, et pourquoi pas le faire pour de vrai. Un autre comme ça, et après il y en a un autre perpendiculaire. Tour du propriétaire avec les représentants d'un organisme de logements sociaux. Le jeune ingénieur veut les convaincre qu'un nouveau modèle d'habitat est possible. Venir rajouter une chambre, en enlever une. Après c'est du module. Des modules en bois fabriqués en usine en 3 semaines et assemblés en seulement 3 jours. Des matériaux naturels, d'origine locale, pour un bilan carbone bien moindre. L'isolation et les équipements modernes en font un bâtiment basse consommation. Évolutive, recyclable, cette maison industrielle coûte 5 à 10% moins cher qu'une bâtisse traditionnelle pour une qualité estimée bien meilleure. 2 500 € le mètre carré, design et durable. Les visiteurs semblent conquis. Oui, ça peut être applicable sur du logement social, certainement, oui. Puisque c'est ce qu'on recherche aussi, des produits efficaces avec des coûts qualité-prix optimisés.
Des maisons symboles de la TRI, cette troisième révolution industrielle en marche dans le nord de la France. La TRI, un concept signé Jérémy Rifkin, l'économiste qui murmure à l'oreille des puissants. Selon lui, un nouveau modèle est sur le point de voir le jour. D'un côté, les États développent les énergies vertes à grande échelle, éoliennes, solaires, mais aussi marémotrices. De l'autre, chaque bâtiment devient une mini-centrale électrique connectée à un Internet de l'énergie. Grâce à un nouveau type de batterie, le réseau répond à la demande 24 heures sur 24, quelle que soit la météo. Côté véhicule, l'électrique se généralise et évolue. Les voitures achètent, transportent, puis revendent l'énergie dès qu'on les connecte au réseau. Alors les pionniers ne sont pas toujours ceux qui arrivent à conquérir la Terre, mais on espère, nous, qu'on y parviendra. Dans le nord de la France, on passe de la théorie à la pratique, avec un plan taillé sur mesure. Ici, l'industrie est sinistrée, le chômage frôle les 13%. Alors peu importe le bord politique, les responsables locaux s'unissent. Pas question de rater le virage. Pour faire de la région Nord-Pas-de-Calais un territoire pilote, un territoire pionnier de la troisième révolution industrielle. Et pour financer, tout est bon. Fonds d'investissement, financement participatif, mais aussi un livret d'épargne dédié. Depuis le début de l'année, 9 millions d'euros d'épargne ont été levés spécialement pour la TRI. Placer ses économies à la banque prend du sens. Si on veut, de manière active, éthique et de manière intelligente, investir dans l'économie de demain, sur des nouveaux modèles aujourd'hui qui n'existent pas, c'est justement ce livret qui va nous permettre de l'adopter et de le faire. Et tous les citoyens et acteurs de ce beau projet pourront chaque année avoir un retour sur les projets innovants qui ont été faits dans leur région. La TRI doit devenir virale. À la Chambre de commerce, on met en réseau ces entrepreneurs 4.0. Objectif, partage d'expériences et nouveaux projets. Chez Poche Eco, on fabrique des enveloppes depuis bientôt 90 ans. Mais plus seulement. L'usine est aujourd'hui un modèle de la TRI. Elle a même créé un bureau de conseil en économie. Sur la base de l'expérience de Poche Eco, en fait, on souhaite aujourd'hui proposer aux industriels, entreprises et collectivités partout en France qu'elles réalisent elles aussi des économies. Parce qu'on a su démontrer ici qu'il était plus économique de travailler de manière écologique plutôt que de ne pas le faire. L'eau de pluie couvre 80% des besoins de l'usine. Elle sert même à nettoyer les encres naturelles avant d'être retraitée par la bambouseraie. Sur le toit végétalisé, 1400 mètres carrés de panneaux solaires. Partout sur le site, la nature reprend ses droits. Si on veut une industrie au XXIe siècle, il faut qu'on apprenne à considérer l'industrie de la reconstruction. Ce qu'on a appelé, nous, l'économie. C'est-à-dire entreprendre sans détruire. Au total, les 2 millions d'euros d'investissement de Poche Eco seront amortis en seulement 10 ans. Après leur visite, près de 200 entreprises ont demandé conseil. La preuve par l'exemple, c'est vrai dans cette usine, mais aussi dans toute la région. L'expérience du nord de la France inspire. Le Luxembourg et la ville de Rotterdam viennent d'annoncer qu'eux aussi avaient décidé de sauter le pas et de s'inscrire dans la troisième révolution industrielle. Et voilà un reportage qui fait l'unanimité. Yannick Jadot, Aïssatou Diouf. Pour vous, c'est le bon exemple à suivre ? Je vous donne d'abord la parole à Aïssatou Diouf. C'est un des exemples à suivre, surtout au sud, où il y a des politiques au niveau régional qui sont développées dans le cadre de l'efficacité énergétique pour les bâtiments. Donc l'autre phase, c'est de pouvoir avoir accès à la technologie qui va nous permettre de pouvoir faire la promotion à plus grande échelle, dans la mesure où des villes comme Dakar se sont dotées de plans climat territoriaux intégrés. Donc je pense que c'est un bel exemple à adopter dans nos contrées. Yannick Jadot, la TRI, c'est applicable tout de suite maintenant ? C'est applicable tout de suite maintenant. D'ailleurs, quand on regarde tous les rapports internationaux aujourd'hui, ils disent que les énergies renouvelables sont plus compétitives, notamment l'éolien terrestre, le photovoltaïque, que le pétrole et le gaz et évidemment le nucléaire. Donc aujourd'hui, plus de la moitié des nouvelles capacités de production d'électricité dans le monde sont à base de renouvelables. C'est-à-dire que les renouvelables, c'est plus de la moitié de ce qu'on installe maintenant en production électrique, notamment dans les pays du Sud, où on s'est aperçu que c'était beaucoup moins cher
de faire des énergies renouvelables que de faire des systèmes centralisés avec des centrales thermiques. Vous voyez, au Bangladesh, Mohamed Yunus, celui qui a inventé la Grameen Bank, la banque pour les pauvres, il a déjà équipé 2 millions de foyers dans les campagnes, les ruraux les plus pauvres, à base de solaire. Mais on voit aussi dans ce reportage, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que au fond, lutter contre le dérèglement climatique, c'est pas prendre des douches froides dans le noir. C'est extrêmement dynamique du point de vue économique. Aujourd'hui, on a pas mal de territoires un peu partout dans le monde qui sont abandonnés économiquement. Faire de la rénovation des logements, des bâtiments, c'est des artisans, des ingénieurs, des ouvriers, des architectes du bâtiment. Faire des énergies renouvelables, c'est notamment des petites et moyennes entreprises sur tous les territoires. Faire de l'agriculture de proximité qui entraîne moins de gaz à effet de serre, c'est aussi préserver l'environnement, garder des paysans dans les campagnes et faire une alimentation de qualité. Donc au fond, cette révolution, elle est extrêmement positive parce qu'à la fois, elle crée de l'emploi et de l'économie locale. Quand vous avez de l'emploi et de l'économie locale, vous avez des services publics, vous avez de la culture, vous avez de la démocratie. Et au fond, ça peut permettre à chacun de vivre mieux, de vivre en convivialité, de faire ensemble au niveau local. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, vivre mieux, mais en a-t-on fini réellement avec les énergies fossiles? On va poser la question à un autre invité. Samuele Fourfari est professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Et il est justement en direct avec nous depuis Bruxelles. Bonjour Samuele Fourfari, merci d'être avec nous. Vive les énergies fossiles, c'est le titre d'un de vos livres. Un titre un peu provocateur, on va le dire comme ça. Pour vous, le pétrole, le charbon ont encore de belles années devant eux? Écoutez, tout le monde est d'accord qu'il faut produire des énergies renouvelables. Qui pourrait dire le contraire? Mais il faut être réaliste. Même si nous parvenons à produire 30% d'énergie renouvelable en 2030, ce qui reste à démontrer, il y aura toujours 70% qui ne seront pas des énergies renouvelables. Donc la transition énergétique, Samuele Fourfari, elle n'est pas pour maintenant? Personne ne prétend qu'elle peut être immédiate, ni même pour 2030. Il faut être raisonnable. Il est possible qu'on arrive à beaucoup plus en 2050, en 2100, mais pas en 2020 et pas en 2030. Ce n'est pas une question de volonté politique. L'Union européenne n'a de cesse de pousser pour les énergies renouvelables. L'Union européenne est la championne en matière d'énergie renouvelable et on a un objectif de 27% en 2030. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des limites objectives, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En fait, vous savez, c'est un problème de physique et de chimie. Ce n'est pas une question de volonté politique. L'argent est là, le Parlement européen est là, tout le monde est d'accord pour qu'il faut faire des énergies renouvelables et surtout des économies d'énergie, mais il y a des réalités physiques qui sont incontournables. Alors donc, Samuele Fourfari, l'échec annoncé de la COP 21 en novembre prochain, c'est une sorte de fatalité pour vous ? Ah non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. D'ailleurs, personne dans la COP ne va prétendre qu'on va arriver à 100% d'énergie renouvelable dans quelques années. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça l'enjeu. Simplement, je dis, bien sûr, nous devons continuer à aller vers une économie plus sobre, avec une modération de la demande en énergie, faire des choses rationnelles, et on vient de montrer l'exemple avec des villes intelligentes. Un grand développement se prépare en matière de villes intelligentes grâce à Internet et au téléphone intelligent, tout à fait. Mais ça ne va pas remplacer le pétrole et le gaz du jour au lendemain. D'ailleurs, je voudrais insister sur le fait qu'on parle toujours de solaire, mais que peut apporter le solaire dans le système du transport actuel ? Ce n'est pas le vrai enjeu. Quand on parle de solaire et de vent et de batterie, on va parler surtout de la production d'électricité. Le problème demeure que 96% de l'énergie utilisée dans le secteur des transports reste l'incontournable pétrole. Alors, attendez, Samuele Fourfari, je voudrais faire réagir Yannick Jadot sur ce point. Il n'a pas tort.
Ah, mais personne ne dit qu'on va y réussir du jour au lendemain. Moi, je parle des transports. Ce que je constate, c'est que, par exemple, la Californie, qui essaye d'aller très très vite, justement, dans sa transition, et ils savent à quel point ils souffrent d'une sécheresse qui dure depuis des années et qui a des conséquences absolument catastrophiques aujourd'hui, a, à travers ces réglementations, au fond, inventé le modèle Telsa. Vous savez, ce constructeur automobile qui investit tout sur les batteries. Et quand je vois que l'industrie pétrolière va, selon les statistiques, investir 6 000 milliards de dollars dans l'exploration, l'exploitation de pétrole et de gaz dans les 10 prochaines années, je me dis que s'ils pouvaient investir cet argent plutôt que d'aller creuser, forer en Alaska, faire des sables bitumineux, qui est le pétrole le plus sable qu'on peut imaginer au Canada, ils mettraient ça dans le stockage de l'électricité et tout ça, on avancerait beaucoup plus vite. Et excusez-moi, monsieur, il ne faut pas me raconter qu'au niveau européen, quand la Pologne défend son charbon, quand la France et la Grande-Bretagne défendent le nucléaire, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de la chimie, c'est que ces pays-là ont considéré qu'il fallait, au fond, limiter l'ambition des énergies renouvelables au niveau européen parce qu'ils défendent des géants de l'énergie, parce qu'ils défendent d'autres énergies. Ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de la chimie. Au fond, c'est de la politique, alors qu'il y avait plein de scénarios énergétiques qui existent, et vous le savez, qui aujourd'hui disent on aurait pu faire 40-45% d'énergie renouvelable à l'échelle européenne d'ici 2030. Vous avez un scénario en France de l'agence qui s'occupe de ces questions-là, qui disent on pourrait faire 100% d'ici 2050, donc on pourrait aller beaucoup plus vite. On va laisser Samuele Forfari répondre. Qu'est-ce que vous répondez à Yannick Jadot? Que c'est un doux rêveur? Monsieur Bédos, vous savez qui a inventé la fameuse pile Tesla au lithium? Allez-y, dites-le nous. C'est Exxon. Ce sont les pétroliers. C'est la même compagnie qui a financé tous les climato-sceptiques aux États-Unis sur les 10 dernières années. Parce que une entreprise, qu'elle soit pétrolière ou charbonnière ou d'énergie renouvelable, n'a qu'un objectif, c'est gagner de l'argent. Et s'ils peuvent gagner plus d'argent en vendant des batteries qu'en produisant du pétrole, ils passeront rapidement à la production de batteries. C'est simplement que aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir pour la batterie telle qu'elle est aujourd'hui. Le pape du pétrole, de la batterie, le pape de la batterie, le professeur Sadoway du MIT, considéré par le Times Magazine comme les 100 personnes les plus influentes dans le monde. C'est très bien tout cela. Il faudrait multiplier par 3 ou 4 ordres de grandeur la capacité des batteries. Je prends un exemple que je viens de vivre malheureusement chez moi. Depuis 2 ans, j'ai un beau robot qui coupe ma pelouse. Sur 2 ans, il est rentré 2 fois en réparation pour les batteries. La batterie n'est pas fiable aujourd'hui. C'est pas un bon argument, votre pelouse. Moi, je vois aussi beaucoup de villes qui investissent sur les tramways. Je vois beaucoup de citoyennes et de citoyens qui ont envie d'avoir des transports collectifs propres. À Dakar et tout ça, si on avait des bus zéro émission, ça changerait quand même considérablement l'ambiance de la ville. Et c'est aussi des choix de politique publique. C'est pas, encore une fois, de la physique ou de la chimie. Une dernière question. Tout à l'heure, on a parlé du diesel, Samuele Forfari. Vous pensez, vous, que le diesel est fini aujourd'hui ? Alors, il faut, bien entendu, ce qu'a fait Volkswagen est inadmissible et inqualifiable. Ne revenons pas là-dessus. Mais le diesel a sa place parce que quand vous distillez un baril de pétrole, vous ne pouvez pas produire uniquement de l'essence. On produit de l'essence, du kérosène, du bitume, du diesel, et donc on ne sait pas faire autrement que, si on veut utiliser le pétrole brut, il faut utiliser du diesel également. Bien entendu, le diesel est historiquement plus propice à être utilisé dans les poids lourds. Mais il y a un danger maintenant pour le diesel dans les poids lourds, c'est le gaz qui va le remplacer et qui est nettement plus propre. Du point de vue pollution, on va réduire les pollutions grâce à l'utilisation du gaz dans les poids lourds. Merci beaucoup. Juste un chiffre. 7 millions de morts dans le monde liés aux particules fines. Le diesel est un des principaux contributeurs aux particules fines. 7 millions de morts dans le monde chaque année. Il faut qu'on avance. Merci Samuele Forfari d'avoir été avec nous. Merci infiniment pour votre analyse. On va ouvrir une autre fenêtre sur le monde dans cette émission. Vous croyez que le renouvelable, c'est le domaine des pays les plus industrialisés ? Eh bien, que nenni. Dans certains pays du Sud,
Aïssatou, c'est pour vous. La transition énergétique, c'est déjà une réalité. On pourrait même dire que c'est une nécessité. Exemple au Rwanda, dans une gigantesque ferme solaire où se sont rendus Patricia Huon et Griff Tapper. Regardez. Au sommet d'une colline s'étendent 21 hectares de panneaux photovoltaïques. Érigé l'an dernier à l'est du Rwanda, ce parc solaire qui a coûté plus de 20 millions d'euros est le plus grand d'Afrique de l'Est. Connecté directement au réseau électrique, il fournit 7% de la production totale d'électricité du pays. Ces panneaux génèrent une capacité de 8,5 MW. Le solaire est intéressant financièrement par rapport au charbon. C'est facile et rapide à mettre en place. Pour construire ce parc, il n'a fallu que 6 mois. À peine plus de 20% de la population rwandaise a accès à l'électricité. Mais avec la croissance économique, la demande a explosé. Le solaire, avec d'autres énergies renouvelables, permettra au pays d'être plus indépendant énergétiquement. Pour atteindre ces objectifs, Kigali compte sur les investissements privés. Mobisol, une compagnie allemande, propose des panneaux solaires individuels. Il y a une demande pour l'électricité, pour avoir de la lumière, regarder la télé. Les gens ont réalisé qu'ils avaient besoin de l'électricité pour que les enfants puissent lire le soir. Et cela attire des investisseurs car il y a des opportunités pour faire des affaires. Les solutions dites hors réseau sont aussi encouragées dans les campagnes, comme ici dans ce village à 30 km au sud de Kigali. Valence, propriétaire d'un bar, a acheté un système solaire il y a 5 mois. Un investissement de près de 600 € qui peut être étalé sur 3 ans. Je suis satisfait. Maintenant, j'ai de la lumière et je n'ai plus besoin d'acheter de bougies. J'ai aussi la télé. Cela me permet de savoir ce qui se passe dans le monde. Ces initiatives ont déjà permis à plusieurs milliers de foyers de s'éclairer. Les objectifs sont ambitieux. Le gouvernement veut que d'ici 2 ans, 70% de la population ait accès à l'électricité. Aïssatou Diouf, cet exemple rwandais, c'est une exception ou est-ce que c'est quelque chose qui tend à se généraliser sur le continent noir? Mais ça se généralise en Afrique. Ce reportage montre que le renouvelable, ça marche et ça permet de réduire à la fois les inégalités et la pauvreté parce qu'au-delà de l'accès à l'électricité, c'est l'accès aux services énergétiques. C'est de pouvoir faire de la cuisson mais également des activités génératrices de revenus. Et cela, ça a tendance à se généraliser. Au Sénégal, on voit que l'électrification rurale se développe et que les femmes ont accès à l'énergie, donc ont beaucoup plus de moyens parce que ça leur permet d'avoir beaucoup plus d'activités génératrices de revenus. Ça permet également d'impacter sur le résultat des élèves qui ont accès à l'électricité pour pouvoir étudier, etc. Donc le renouvelable, c'est une technologie qui est adaptée également en milieu rural. Donc oui, c'est une tendance qui se développe en Afrique. Dans l'exemple qu'on vient de voir, on sent qu'il y a une grosse volonté politique aussi des autorités rwandaises. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, là encore, généraliser à l'ensemble de l'Afrique? On peut le généraliser. Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, il y a 2 politiques qui ont été adoptées par l'ensemble des États sur l'énergie renouvelable et sur l'efficacité énergétique. Donc ça montre qu'il y a une volonté politique d'aller de l'avant pour la mise en œuvre des énergies renouvelables à plus grande échelle. Alors est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui de transition énergétique? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on passe d'un endroit où il n'y avait rien directement aux énergies renouvelables. On doit parler de transition énergétique parce que ce qu'il ne faut pas faire pour le continent africain, c'est de prendre le même circuit que les pays développés. Il nous faut un développement basé sur la sobriété carbone. On n'a pas besoin aujourd'hui d'investir sur des centrales à charbon. Si on voit qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable apporte à la fois des emplois, impact sur la qualité de vie des gens. Donc oui, on peut parler de transition énergétique parce que pour nous, il ne faut pas investir sur le fossile et sur le charbon. Allons vers du renouvelable, donc parlons de transition énergétique. Je suppose, Yannick Jadot, que vous êtes d'accord avec ça. Oui, et de quelle façon? Je crois que vous en parliez aussi sur... C'est un peu comme le téléphone. Il y a beaucoup, au fond, d'habitants qui sont passés directement au téléphone portable et qui n'ont jamais eu de téléphone avec les lignes qui sont reliées au réseau. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un saut dans beaucoup de pays en développement parce qu'au fond, l'électrification pouvait être rare
en partie en ville, beaucoup en milieu rural, et que là, il n'est pas question de passer par un système très coûteux centralisé, mais avec des systèmes renouvelables qui peuvent être le photovoltaïque. Vous savez, depuis 8 ans, le prix du photovoltaïque, le coût du photovoltaïque a été divisé par 5. Depuis 8 ans, depuis par exemple la conférence de Copenhague. C'est un peu moins, mais depuis la conférence de Copenhague. C'est-à-dire qu'au fond, l'univers de l'énergie est en train de basculer extraordinairement. Et on avait l'interlocuteur tout à l'heure qui était encore sur des énergies fossiles. Aujourd'hui, les énergies renouvelables coûtent moins cher que les énergies fossiles, à part le charbon, mais que le charbon, on sait que c'est une catastrophe pour l'environnement et pour la santé. Et comment est-ce que les pays occidentaux, quel est le rôle dans l'accompagnement des pays du Sud, justement, vers cette transition énergétique, puisqu'il faut encore l'appeler comme ça? En développant eux-mêmes les énergies renouvelables, parce qu'au fond, dès qu'on a une massification du marché des énergies renouvelables, les coûts diminuent rapidement. Donc, ça fait un système moins cher. Après, c'est des transferts de technologie. Il faut que sur pas mal de technologies, il y a aussi une question d'argent, Yannick Jadot. Il y a aussi une question d'argent. Vous me voyez venir. On parle de ce fameux fonds vert qui doit aider financièrement les pays du Sud. On parle de 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se mobilise pour pousser les dirigeants qui vont se réunir à la COP21 à tenir leurs promesses. Le problème, ce n'est pas de créer un engagement. Cet engagement, il a été pris à Copenhague. 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et qu'aujourd'hui, on voit bien toutes les difficultés. On sait sur l'aide publique au développement, ça a toujours été une promesse non tenue. C'est un des grands enjeux de la négociation parce que les pays du Sud n'accepteront pas un accord à Paris s'il n'y a pas la tenue de cette promesse. Et c'est essentiel, vous l'avez dit, les pays du Sud sont les premières victimes et les moins responsables du dérèglement climatique. Aïssatou Diouf, vous, est-ce que vous y comptez sur ces 100 milliards par an? Vous comptez dessus, vraiment? Sans financement, on n'aura pas un accord à Paris. Donc il faudrait éliminer les ambiguïtés qui entourent cette question des 100 milliards. Donc nous, ce que nous attendons à Paris, c'est qu'on nous dise d'ores et déjà quelle est la somme qui est disponible, qui est sur la table. Et pour le reste, quelle est la feuille de route pour atteindre les 100 milliards d'ici 2020? Autre chose, une fois arrivé en 2020, il ne faudrait pas que les pays développés nous disent « bon, on y est, on avait pris un engagement de 100 milliards, les 100 milliards sont là, donc on a respecté notre engagement ». Pour les pays en développement, les 100 milliards à partir de 2020 doivent être récurrents pour nous permettre de faire de la planification sur le long terme. Et quelle garantie est-ce que vous donnez aux pays bailleurs, à ceux qui vont abonder ce fonds? Quelle garantie est-ce que vous pouvez leur donner que l'argent sera bien utilisé? Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de ce point de vue-là. Mais il y a des exemples qui ont réussi. Si je prends aujourd'hui le fonds d'adaptation qui a permis l'accès direct aux États, le Sénégal a été le premier pays au monde d'avoir bénéficié de ce fonds d'adaptation en mettant la priorité sur la lutte contre l'érosion côtière. Aujourd'hui, on a vu les impacts réussis qui sont là. Le fonds et les brises-lames qui ont été mises en place dans les zones de Joal, etc., ont permis de récupérer des terres salinisées, ont permis aux femmes de reprendre des activités agricoles et maraîchères. Et tout ça avec une bonne gestion? Avec une bonne gestion et de la transparence. Donc aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus exigeants et ils vont avoir un droit de regard sur comment sont utilisés ces fonds. C'est pas de l'argent qu'on donne aux États et allez-y, faites-en ce que vous voulez. C'est pour bénéficier de cet argent-là, il faut présenter des projets, il faut présenter des politiques, c'est tenu à moitié par la Banque mondiale et les Nations unies. Et donc, c'est quand même une gestion extrêmement sérieuse. Mais encore une fois, ce qu'il faut surtout aujourd'hui, c'est créer le cadre pour permettre le développement de ces énergies renouvelables parce qu'elles sont compétitives. Alors, une annonce maintenant. Elle est tombée il y a tout juste quelques jours. Oslo a décrété la voiture persona non grata. D'ici à 2019, fini la circulation du 4 roues dans le centre de la capitale de la Norvège. La ville veut réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Alors, est-ce que c'est un exemple à suivre? Comment les grandes capitales s'y prennent-elles pour réduire leur empreinte carbone? Sophie Roussy et Eric Black ont sillonné les rues d'une ville ô combien emblématique, Bruxelles, la capitale européenne. Voici leur reportage. Rue de la Loire, vendredi 18h. Bruxelles, ces fameux embouteillages et ces cyclistes téméraires.
Pour tordre le cou au cliché et prouver que Bruxelles est verte, la ville vient de jouer un coup de poker, le piétonnier. 4 boulevards débarrassés des diesels. Une aubaine pour les touristes, pour les affaires de certains. Dominique Meek est chef d'entreprise. Son business, populariser le tuk-tuk. Vous imaginez les Champs-Élysées interdits aux voitures, quoi. C'est un peu ça, hein. Bonjour. Ses clients sont des promeneurs. Dominique Meek est conscient que les navetteurs, les travailleurs de banlieue seront difficiles à convaincre, véhicules gratuits écolo ou pas. On est plutôt sur les touristes, les gens qui font les courses. Maintenant, les cadres qui ont une voiture de société, qui viennent tous les jours à Bruxelles, ben voilà, c'est pas le véhicule qui sera adapté forcément à ce qu'ils ont besoin. Surtout à Bruxelles, le véhicule de société est devenu un complément salarial très convoité. Marie Nagy est une élue écolo et des solutions pour changer ce système, elle en a, consciente que l'écologie ne peut se faire au détriment des portefeuilles belges. C'est un système qu'il faut réformer, mais on n'a pas encore trouvé de consensus pour passer à des bonus logements ou à des avantages qui permettent de dire que ce n'est pas la voiture qui devient ce complément de salaire indispensable. Mais est-ce vraiment la voiture qui pollue le plus ? Eh bien non, 70% des émissions de CO2 proviennent du chauffage. Et dans ce domaine, les Bruxellois semblent plus enclins à changer. Ici, des panneaux solaires installés en plein centre-ville. Pour tous les logements produits par un pouvoir public, que ce soit une commune, que ce soit la société de logement, les nouveaux bâtiments doivent tous être aux normes passives. Donc c'est quelque chose qui est important pour Bruxelles parce que ça va réduire la facture énergétique des habitants et ça va diminuer la pollution qu'on connaît aujourd'hui. De l'autre côté du canal, Molenbeek, une commune populaire où un sou est un sou. Il y a 5 ans, 14 familles se sont associées dans la construction de 7 immeubles passifs. Une audace architecturale à l'époque, une réussite aujourd'hui. Le couple Laoussine possède un 100 mètres carrés. Il a vu sa facture énergétique passer de 131 à 36 € par mois. C'est ça en fait qui nous booste et qui nous donne de l'endurance, si vous voulez, à continuer à faire des petits gestes, ne pas prendre de bain, mais plutôt une douche et tout ça. Et donc, si vous voulez, après on a compris le système, c'est que l'énergie qu'on dégage à l'intérieur de notre appartement, c'est l'énergie qu'on récupère en fait. Rien ne s'échappe, tout reste à l'intérieur et on est bien au chaud. Et l'argument économique s'est mué en argument écologique. Au coin de la rue, le jardin Majorel apporte une touche de vert, une touche de bio. Fadel le père s'y attelle, un moyen pour lui de préserver sa santé, mais aussi de créer une ambiance de quartier. Voilà, c'est la menthe. Hein. Mais la bonne volonté citoyenne ne suffit pas. Ouais. Les citoyens et les riverains et tout le monde, chacun fait des petits gestes, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça vienne en haut, c'est-à-dire la communauté européenne, le monde entier, parce que ce n'est pas facile, il faut préserver la planète. L'architecte Damien Darnois a été primé pour ces maisons. Aujourd'hui, Bruxelles compte déjà plus de 800 000 m² de bâtiments passifs. Mais ce palais royal montre-t-il l'exemple ? Le nouveau roi serait certainement très séduit par l'idée. Et puisqu'on est à Bruxelles, on y reste. On va retrouver François Skeuten. Bonjour François Skeuten. Merci d'être avec nous. Vous êtes un auteur de bande dessinée plutôt célèbre, c'est le moins qu'on puisse dire. Bruxelles, vous l'avez rêvé, revisité dans le cadre de votre série Les Cités Obscures. Vous l'avez même rebaptisé Bruxelles. J'espère que je le prononce bien. Pour vous, Bruxelles, aujourd'hui, est-ce que c'est réellement une ville verte ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, elle est 15 fois plus verte que Paris et que, en fait, sa verdure est cachée. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas toujours, mais il y a énormément de jardins intérieurs aux îlots. Et ça la rend... Il y a beaucoup de poumons intérieurs qui n'ont pas été occupés, qui n'ont pas été condensés. Donc ça la rend effectivement très verte. Maintenant, je trouve qu'elle n'a pas un projet très, très clair sur une vision verte. Elle l'est par nature. Ah, écoutez, je pense qu'il y a la situation,
Bruxelles est très complexe. C'est la capitale de la Belgique, mais c'est la capitale de la Flandre, c'est la capitale de l'Europe. Elle est la capitale des capitales, en fait. Et elle a oublié d'être elle-même, peut-être. Et elle a oublié qu'on la défende. Et elle est structurellement très difficile à diriger. Il y a un ensemble de bourgmestres. Et il faudrait un maire qui a une vision. Donc elle est quand même handicapée par sa gestion. Alors François Skeuten, comment est-ce que vous, qui l'avez revisité en bande dessinée, comment est-ce que vous l'imagineriez? Écoutez, moi je la rêve souvent, cette ville. Il faut la retricoter un peu. Elle a été morcelée, elle a eu des secousses, des chocs urbanistiques depuis très longtemps déjà. Hein. Il faut savoir que c'est pas récent. La jonction Nord-Midi, le voûtement de la Seine, tout ça l'ont un peu brouillé. Et donc on aimerait retisser des choses, lui redonner D'abord, elle est un peu illisible. Il faudrait donc lui redonner une forme de lisibilité naturelle. Mais ça reste une belle ville pour vous, comme la Grand Place qu'on voit derrière vous. Alors, je ne dirais pas une belle ville. Je dirais une ville fascinante, une ville très intéressante, très attachante, où on y vit bien, mais une ville un peu chaotique. Quand on la traverse, qu'on ne la connaît pas, elle a une image très confuse. On a des moments où on s'extasie, il y a des moments où on se met en colère. Et François Skeuten, quand vous avez également revisité un peu Paris en bande dessinée. Pour vous, Bruxelles, Paris, ça donne des exemples à suivre? Paris a d'autres problèmes. C'est une très belle ville, mais un peu muséifiée, avec des problématiques qui ont été rejetées à l'extérieur du périphérique, ce qui n'est pas du tout le cas de Bruxelles. Bruxelles est une ville exemplaire pour ça, puisque les quartiers d'immigration sont au cœur de la ville. Et donc, c'est quand même des valeurs intéressantes. Et en termes d'empreinte carbone? Oh là là, Alors, écoutez, vous savez, dans les années 70, 70, il y avait un projet qui menait l'autoroute jusqu'à la Grand Place. Donc, c'est pour vous dire qu'on a quand même laissé la voiture prendre une place considérable. Il y avait des bonnes raisons, mais aussi de très mauvaises, c'est-à-dire une vision un peu naïve. Et on a des transports en commun qui ont été... Le métro est arrivé fort tard à Bruxelles. Et donc là, on paye un peu tout ça. On aimerait un peu des projets beaucoup plus audacieux sur les déplacements et pour nous aider justement à une empreinte carbone beaucoup plus cohérente. Alors François Skeuten, il y a Yannick Jadot qui voudrait intervenir de façon très courte. Très court. Vous avez parfaitement raison, au fond, sur le leadership politique. Vous avez une ville que Copenhague qui a décidé, en tant que quantité politique, d'être la ville la plus agréable du monde à vivre. Et ils n'ont pas mis des vélos à côté des voitures, ils ont dit on va remplacer les voitures par les vélos. Donc tout ce qui sera, même les feux, quand vous venez de banlieue à Copenhague, les feux sont organisés pour que vous soyez au vert au rythme des vélos. Tout est fait pour le vélo. Mais moi j'ai aussi un message à vous faire passer, c'est qu'au fond, dans la culture, on a toujours beaucoup dessiné, filmé la crise écologique. On a rarement dessiné, au fond, la société écologique. Alors, elle est toujours en construction, mais ce que pourrait être une société, une ville écolo, et pas simplement une ville détruite par la pollution. Alors, donc là, c'est un défi pour vous d'organiser avec vos collègues l'avenir écologiste désirable. On va laisser François Skeuten répondre de façon très brève, s'il vous plaît. Mais mon frère fait très très bien ça, les villes végétales. Et votre frère qui est architecte, hein? Voilà, il a un très bel utopiste des villes et de Bruxelles. Moi, personnellement, j'aime accepter l'idée de la contradiction. Les villes seront toujours des lieux de contradiction avec des beautés et des forces un peu sombres. Et donc, c'est pour ça que je suis plutôt du côté de la fiction. Je ne suis pas capable de faire une histoire où tout serait beau et tout serait enviable. Beau, parce que mais on va vous laisser. L'écologie se construit en permanence, elle est pleine de contradictions, mais de dire au fond, et si les citoyens arrivaient à s'en emparer, qu'est-ce qu'ils arriveraient à produire? Alors, on va vous laisser réfléchir à ce défi, François Skeuten. Et vous nous répondrez. Il faut surtout laisser l'imaginaire des villes et l'imaginaire des citoyens des villes. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a parfois trop de... On est écrasé et on n'entend plus rêver les gens à leur ville. Merci François Skeuten d'avoir été avec nous dans Coup de pouce pour la planète.
Allez, en langage 2.0, on appelle ça une vidéo virale. Plus de 1 million de vues sur YouTube pour Break the Internet. C'est le titre d'une vidéo dans laquelle Nicolas Hulot se met en scène avec des stars du net, de l'autodérision pour la bonne cause. On en reparle, mais d'abord, un petit condensé. Salut à tous, je sais pas si vous avez remarqué, mais on nous bassine à longueur d'année avec les changements climatiques. Franchement, 2 degrés, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Négatif! La fonte des glaces va faire disparaître des îles et des côtes entières. Ça va pas? Je fais pas comme il faut? Non! Si, c'est clairement une mauvaise idée. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez? Un truc badass, quoi. Un homme, seul, décide de se lever contre tous. Peut-être m'avez pas dit les ampoules, là. C'est des ampoules basse consommation, moi, on est sûr de ça? Non, parce que c'est vachement important pour moi. Il faut qu'on trouve quelque chose de plus simple. Tu veux tirer sur mon doigt pour voir comment ça fait? Ok. Il peut plus péter. Oui, ça, j'avais compris. Ok. Mais je pense que c'est la responsabilité des politiques. Et c'est pour ça qu'on est là. Il faut les secouer. Salut, bande de salopes des gouvernements du monde! Vous voyez ça? Trop violent. Faudrait qu'on parte sur un truc plus doux. D'autant qu'on n'a toujours pas parlé de la pétition. On peut faire une pause. Enfin, peut-être tout simplement, je sais pas, délivrer un message sobre et efficace à l'américaine, non? Attends. 2 secondes. Regardez. Bonjour. Bienvenue dans un message sobre et efficace à l'américaine. Pour l'occasion, d'ailleurs, j'ai mis une moustache impériale à la française. Voilà, ça fait 20 ans qu'on entend... Il est temps de prendre soin de notre planète et de l'environnement. L'enjeu est d'enfin s'unir pour dire d'une seule voix. C'est votre dernière chance de nous prouver qu'on ne vous a pas élus pour rien. Voilà, et si vous voulez signer la pétition, l'appel Osons, ça se passe sur Internet, sur le site de la Fondation Nicolas Hulot. Yannick Jadot, vous avez signé ? J'ai eu la chance d'être l'un des premiers signataires, donc avec beaucoup de fierté. Oui, on m'a proposé de signer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il faut aussi qu'on arrive à rire de nous-mêmes. C'est ça qui est fort dans ce clip, c'est que Nicolas Hulot, il rit et il fait rire de notre capacité parfois un peu à culpabiliser, à être moralisateur, à être catastrophiste. Là, on voit que c'est de la convivialité au service de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une très bonne idée. Aïssatou Diouf, Osons, ça vous parle ? Ça nous parle et j'ai eu à signer la pétition. Et cette vidéo a le mérite de replacer le citoyen au cœur du processus, tout l'intérêt. Merci Aïssatou Diouf, merci Yannick Jadot d'avoir été les invités de cette spéciale coup de pouce pour la planète qui s'achève maintenant. Merci à vous de votre fidélité, à très bientôt et prenez soin de la planète, elle le mérite.